chaînes, dont 3 chaînes radio et 9 télé regroupées dans un seul bouquet. Télé Djibouti 1 propose par exemple des émissions de divertissement et éducatives, des films arabes, des programmes en français et l'information. Télé Djibouti 2 et Télé Djibouti 3 diffusent des émissions d'expression somalienne et afar avec des programmes allant du divertissement à l'information. Nous avons également la chaîne locale Jeunesse pour le plus grand plaisir des petits et des adolescents avec des programmes éducatifs et divertissants. La chaîne locale Ciné-Série, tout comme son nom l'indique, sera entièrement consacrée aux séries et films étrangers. C'est une chaîne exclusive pour les cinéphiles. Mais si je dois regarder l'information sur d'autres chaînes? C'est possible, vous aurez accès à des chaînes d'information internationales en continu. France 24 pour les informations en français, Al Jazeera en arabe et pour les informations panafricaines, Africa 24. Mais ce n'est pas tout. D'autres chaînes vous seront proposées, M6, la 3e chaîne la plus regardée de France, avec la diffusion de séries américaines, de la musique et des magazines divers. Radio Coranique pour visionner des programmes religieux, Radio Djibouti 1 pour des communautés d'expression somali et arabe, et enfin Radio Djibouti 2 pour les expressions de la communauté afar et française. Comment puis-je recevoir la TNT? Si vous avez un téléviseur de teneur DVB T2, il vous suffit de l'antenne pour capter la TNT ou dans le cas contraire, vous procurez un décodeur numérique. Ces décodeurs non seulement cryptera des signaux numériques, mais grâce à ces décodeurs, 5 actions seront possibles. Vous pourrez visionner tous vos programmes vidéo et audio sur clé USB ou disque dur. Vous pourrez enregistrer vos émissions favorites. Vous pourrez écouter de la musique et vous pourrez surfer sur Internet. Justement, à qui dois-je m'adresser pour me procurer ces décodeurs? Il vous suffit de contacter le service technico-commercial de la radio-télévision de Djibouti au 21 25 01 26 pour plus d'informations. Djibouti Télécom a le plaisir d'annoncer à sa clientèle l'ouverture de 2 nouvelles agences commerciales à partir du 29 novembre 2014. L'agence Blue House, située en plein centre-ville en face du lycée Mandela. L'agence Riyad, située au marché Riyad. Un personnel dévoué sera à disposition pour vous offrir un accueil chaleureux et vous apportera tous les conseils nécessaires pour la satisfaction de nos clients. Ainsi, les horaires de travail pour ces 2 agences seront comme suite du samedi au jeudi à partir de 8h jusqu'à 12h30. Les après-midi, sauf le jeudi, 16h30 jusqu'à 20h30. Djibouti Télécom, chaque jour, plus proche de vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-midi. Voici tout de suite les titres. Commençons Djibouti Commerce, formation sur les accords commerciaux. Autre titre de cette édition, CPI Kenya. La CPI renonce à la poursuivre le président Kenyatta. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Un séminaire sur la négociation et la préparation rédactionnelle de rapports commerciaux ou d'investissement s'est ouvert aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce séminaire organisé par l'Institut des études diplomatiques en partenariat avec la cellule de garde renforcée se poursuivra jusqu'au 11 décembre prochain. Tout accord doit être âprement négocié, discuté, étudié et il nécessite une minutieuse rédaction de son contenu. Le lancement de ces séminaires a été présidé par Mahmoud Ali Youssouf, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Cette formation a pour objectif de présenter les défis et les approches stratégiques requises par la mise en place d'accords commerciaux portant sur la question d'investissement avec des capitaux étrangers. Des acteurs. Le lancement de une plateforme propice aux échanges d'idées, d'expériences et au partage d'expertise. Vous le savez, notre pays se trouve à la croisée des grandes routes commerciales. À ce titre, il nous a fallu développer
certaines infrastructures pour permettre à Djibouti de jouer pleinement son rôle de hub commercial et logistique. D'ailleurs, ces infrastructures sont toujours en pleine expansion sur le plan portuaire, aéroportuaire, ferroviaire, routière ou encore dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Autre nouvelle du pays, l'Institut national de la santé publique, en collaboration avec l'OMS, a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur les maladies saisonnières à l'hôtel Les Cassias. Cet atelier doit se poursuivre 3 jours durant et va se clôturer lundi prochain. Il vise à mettre en place un site sentinelle de la surveillance de la grippe à l'hôpital Pelletier et particulièrement dans le service de biatrie afin d'éviter aux nouveau-nés toute contamination. De nombreux médecins, chefs de centres médicaux de la capitale et des régions de l'intérieur et ainsi qu'un personnel détaché par le département de la santé ont pris part à l'ouverture de cet atelier. Le directeur de l'Institut national de la santé publique, Dr Hussein, a indiqué que cet atelier vise à renforcer les capacités du personnel médical afin qu'il puisse être mieux formé dans le domaine précis, spécifique et sensible. De la biologie moléculaire concernant la grippe, les départements qui vont travailler dans ce sens, mais également les systèmes liés aux maladies à déclaration obligatoire, les 21 maladies qu'on doit surveiller, qu'on doit renseigner et qu'on doit investiguer et qui sont sources qui peuvent nous permettre de calculer un seuil au cas où il y a une épidémie ou une potentielle ressurgence d'une potentielle épidémie à Djibouti. Lancement du championnat national de handball. La Fédération djiboutienne de handball a lancé hier sa saison sportive. La cérémonie de démarrage de ce championnat est les premières rencontres officielles où l'on comptabilisera des victoires ou des défaites des équipes engagées se sont déroulées hier soir au gymnase du lycée d'État de Djibouti. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a honoré sa présence à la cérémonie officielle de lancement du championnat et a suivi les premières rencontres. Il avait à ses côtés ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général Wihib Mohamedou et le directeur des sports, ainsi que plusieurs invités. 35 équipes féminines et masculines se sont inscrites à ce championnat national. Les équipes engagées ont bénéficié du soutien du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui a remis des équipements destinés aux joueurs et aux joueuses ainsi que de différents autres matériels de jeu pour leur préparation physique et leur entraînement. Les équipements sportifs reçus permettent aux joueurs de se sentir encouragés dans la discipline sportive de leur choix et d'évoluer aisément sur les terrains de jeu. Le championnat national de handball démarre ainsi dans de bonnes conditions. Nous assistons ce soir à l'ouverture du championnat national 2014-2015 de la Fédération djiboutienne de handball. Spécialement cette saison, la Fédération djiboutienne de handball a enregistré plus de 35 équipes, toutes catégories confondues, qui vont participer à ce championnat. Et donc, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, le secrétariat d'État à la jeunesse et sport a apporté son appui logistique et matériel. Les 35 équipes qui participent à ce championnat ont été équipées par le secrétaire d'État à la jeunesse et sport. Donc ce soir, nous assistons à un match de handball opposant aux 2 meilleures équipes de l'année passée, notamment l'équipe de Colas et l'équipe de Jeune Espoir. Autre discipline sportive, la Fédération djiboutienne de cyclisme a organisé hier après-midi à Doralé la 3e épreuve cycliste dont le classement de coureurs permettra d'attribuer le titre de champion au meilleur d'entre eux. Un classement par équipe sera en outre effectué. Le coup d'envoi de la 3e épreuve a été donné par les présidents de la Fédération de cyclisme Hassan Samré. Une dizaine d'équipes ont pris part à cette course de 8 km environ qui a eu entre Doralé et le stade municipal où a été jugée l'arrivée. Cette 3e journée du championnat national de cyclisme s'est clôturée par la remise de récompenses et de trophées aux vainqueurs où un classement individuel et par équipe a été effectué. Les coureurs cyclistes de FDJ s'étant illustrés ont pris le meilleure place.
Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la Fédération djiboutienne de cyclisme, Hassan Samiré, a remercié le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour son soutien indéfectible. Il a aussi fait part de sa satisfaction pour le succès et la parfaite organisation de cette épreuve cycliste. L'art dans tous ses états réunis lors d'une exposition vente en particulier qui se tenait au domicile d'une exposante à la cité Euron. Des gravures ou des tableaux peintures et le recette de mets traditionnels djiboutiens pour l'art culinaire ou la convection des produits artisanaux sont exposés. L'initiative de cette exposition revient à Béatrice Limial, artiste en gravure, sa collègue Valérie Landa, peintre occasionnel, et une djiboutienne, Padria Hussein Liban, plasticienne de formation, qui se sont décidés tous les trois à monter ensemble cette exposition. C'est un travail très très précis, qui est très bien fait, avec beaucoup de patience, j'imagine bien. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Par exemple, ce truc-là, c'est à partir du papier? C'est à partir du papier qui est entouré apparemment. Mais moi, c'est l'étoile ici que je trouve magnifique. Magnifique. Je suis plasticienne, je fais de la gravure, de la photographie et de la peinture. Et cette exposition-là? C'est Béatrice qui a organisé, on est chez Béatrice. Je l'ai rencontrée à travers une autre amie, donc elle m'a parlé de son exposition. Donc j'ai amené mes œuvres. C'est que vous voyez là, qui sont accrochées, les gravures. Et ici aussi, les gravures qui sont là et celles qui sont dans la caisse. C'est une des techniques les plus ingrates parce que c'est à planche perdue. On appelle ça à planche perdue parce qu'on utilise, pour produire plusieurs couleurs, on n'utilise qu'une planche. Et de la planche, on enlève. À chaque fois que je mets une couleur là, j'enlève la matière ici. Donc à la fin, je n'ai plus que la dernière ligne, la plus sombre. Et là, par contre, j'ai toutes mes planches. Dès le départ, on doit savoir combien on va tirer. Hein, et si ça rate, parce que ça doit être parfaitement calé, tout est foutu. C'est le cas de celui-là. Par exemple, là, c'est un raté, hein, vraiment raté celui-là. C'est pour ça que je l'ai recyclé en autre chose. Passons à présent à l'actualité à travers le monde. Le président Uhuru Kenyatta se sent soulagé. La Cour pénale internationale abandonne les poursuites contre lui. Les procureurs de la Cour pénale internationale CPI ont annoncé hier que le président Kenya Uhuru Kenyatta ne serait pas poursuivi pour crimes contre l'humanité lors de violences post-électorales survenues au Kenya en 2007 et 2008. Ali Abdullahi. Le premier chef d'État en cours de mandat à comparaître devant la Cour pénale internationale ne risque plus la disgrâce d'une condamnation pour crime contre l'humanité. Ce sont les procureurs de la CPI qui ont annoncé hier l'abandon des charges contre le président kényan Uhuru Kenyatta pour les violences ethniques post-électorales commises entre 2007 et 2008. L'accusation retire les charges contre M. Kenyatta, a déclaré la procureure Fatou Bensouda dans un document officiel soulignant ne pas avoir assez de preuves pour prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la responsabilité criminelle présumée de M. Kenyatta. Mercredi dernier, la CPI avait donné une semaine au parquet pour étayer ses accusations contre Kenyatta, accusé d'avoir fomenté les violences communautaires ou pour les retirer en totalité. Élu à la présidence du Kenya en mars 2013, Uhuru Kenyatta est accusé d'avoir co-orchestré les violences à caractère ethnique qui ont fait 1200 morts après l'élection présidentielle en décembre 2007 remportée par Mayo Kibaki. Il avait nié les accusations portées contre lui. Dialogue au sommet entre Grecs et Turcs pour rapprocher les positions. Le Premier ministre turc Ahmed Daoud-Oglo est arrivé hier à Athènes à la tête d'une importante délégation ministérielle pour 2 jours de discussion avec les responsables politiques grecs. Cette visite tente à détendre les relations politiques et économiques de 2 pays qui se disputent d'ailleurs le partage de ressources énergétiques en mer Méditerranée. Fardous Hussein. Le Premier ministre turc Ahmed Davutoğlu se trouve depuis hier à Athènes où il entame une visite de 2 jours à la tête d'une importante délégation ministérielle. Cette visite intervient sur fond de tensions palpables ces derniers mois dans les relations bilatérales gréco-turques
en particulier au sujet de la prospection et de l'exploitation des ressources énergétiques en mer Méditerranée. Un conseil de coopération gréco-turque de haut niveau, co-présidé par les deux premiers ministres Davutoglu et Anthony Samaras, a été mis en place il y a 4 ans pour améliorer les relations entre les deux pays. La visite de Davutoglu survient dans un contexte d'escalade verbale entre les deux pays voisins, au sujet notamment de la présence de navires de prospection pétrolière et gazière au large de Chypre, île toujours partagée entre les Grecs et les Turcs. Le gouvernement chypriote, à la tête duquel ne figurent que des Chypriotes grecs, est reconnu internationalement et représente la totalité de l'île auprès de l'Union européenne. Lorsque Chypre a décidé de délivrer des permis pour la prospection des gisements d'hydrocarbures, la Turquie et la partie turque de Chypre ont immédiatement émis des objections. Réciproquement, la décision d'Ankara de lancer des recherches similaires avec le navire Barbaros dans la zone économique exclusive de Chypre cet automne a suscité de vives réactions de la part de la partie grecque de Chypre et notamment d'Athènes, qui voit une violation du droit international. Les Philippines toujours sous la menace de typhon. Les Philippines se préparent à affronter le passage d'un puissant typhon avec des vents estimés à plus de 200 km/h. Il est dénommé Hakubi et il se maintient à sa direction pour atteindre aujourd'hui la côte pacifique des Philippines et traverser l'archipel d'ouest en est. Une cinquantaine de provinces ont été placées en état d'alerte. Hidayah Mohamed. Les Philippines se préparent à affronter le passage d'un puissant typhon avec des vents de plus de 200 km/h. La trajectoire du typhon Agupit est sensiblement la même que celle du typhon Haiyan qui avait fait plus de 7000 morts et disparu l'année dernière à la même période. Si le typhon Agupit maintient sa direction actuelle, il doit atteindre les Philippines ce samedi au niveau des provinces de Samar et de Leyte, situées au centre de l'archipel. Des milliers de personnes ont commencé à être évacuées loin de côte, car les autorités craignent que ce nouveau typhon ne s'accompagne d'une marée montant de 3 à 4 mètres de haut. La plupart des écoles ont été fermées dans les 50 provinces du pays potentiellement les plus exposées. Elles vont servir de refuge. Les populations qui se souviennent n'avoir pu manger ni boire pendant plusieurs jours après le passage du typhon Haiyan se sont précipitées dans les magasins pour faire des provisions. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Bonjour, j'ai entendu parler de la TNT. De quoi s'agit-il? Eh bien, la télévision numérique terrestre est une nouvelle technologie récemment installée à Djibouti. Nous sommes actuellement le 3e pays en Afrique à se lancer dans cette technologie et ce depuis juin 2014. Grâce à la TNT, vous n'avez plus besoin de l'ancien système analogique pour recevoir vos signaux. Quelle est la différence entre la TNT et l'ancien système analogique? Vous bénéficierez d'une meilleure qualité de réception d'images et de son. Le passage à la TNT